je m'appelle Andréane Dufour-Bouchard, je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle Équilibre. Bienvenue à ce 20e épisode de notre balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, l'image corporelle en sport. Avec les Jeux olympiques d'hiver qui viennent de se terminer, les Jeux paralympiques qui s'en viennent, toute notre attention est portée sur la performance exceptionnelle des athlètes de haut niveau. Pour nous, chez Équilibre, c'est aussi une occasion en or de discuter des enjeux qui entourent le corps et le sport. On veut rappeler l'importance de favoriser des pratiques sportives et des environnements inclusifs qui misent sur le développement d'une image corporelle positive, sur le bien-être et la santé globale des athlètes. Souvent, pour essayer d'accorder un peu moins d'importance à l'apparence physique, on propose de valoriser le corps pour tout ce qui permet d'accomplir. Pour les athlètes, c'est d'autant plus vrai. C'est leur outil de travail, on l'entraîne, on le pousse à se dépasser pour atteindre les meilleures performances. Mais quand notre corps, ça devient le centre d'attention qui est exposé, jugé, évalué, soumis à différentes pressions, bien, ça peut créer aussi un désir de le modifier dans le but de correspondre aux idéaux athlétiques ou encore d'améliorer ses performances. Et bien sûr, tout ça, ça peut avoir un impact sur la relation que les athlètes entretiennent avec leur poids, leur silhouette, leur musculature et leur apparence. Alors aujourd'hui, on a les meilleurs invités pour discuter de tout ça. Frédérique Turgeon, ancienne skieuse para-alpine. Bonjour. Allô. Alexia Demacar, nutritionniste sport et performance et cofondatrice de Dare to Fuel Performance Éducation DFP. Bonjour. Bonjour. Et Cara Belleville, nutritionniste et chef de projet chez Équilibre, qui est aussi responsable du projet Corps et Sport dont on aura l'occasion de parler durant l'épisode. Allô. Salut Cara. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. C'est un sujet vraiment intéressant qu'on n'a jamais abordé encore parce qu'on le sait justement, les athlètes, c'est soumis à plusieurs pressions, leur corps aussi, et ça peut nuire à la relation qu'ils vont entretenir avec leur corps, que ce soit en lien avec la performance ou encore en lien avec l'image qu'on se fait d'un corps d'athlète. On s'imagine que c'est un corps toujours très musclé ou mince selon le sport. Justement, les sports comme la gymnastique, où est-ce que c'est associé à des corps plus minces, mais il y a aussi des sports où est-ce qu'il y a un certain poids qui doit être atteint, des sports à catégorie de poids, donc les athlètes doivent atteindre un poids bien précis. Alexia, est-ce que tu pourrais nous parler justement de ces différentes pressions-là que vivent les athlètes et comment ça peut varier d'un sport à l'autre? C'est ça. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est qu'à partir d'un certain niveau, tous les athlètes de tous les sports peuvent vivre plus de préoccupations par rapport à leur sport, par rapport à leur corps. Quand on regarde, en fait, le développement de l'image corporelle chez les athlètes plus récréatifs, les études montrent que c'est souvent protecteur, le fait de participer à un sport, mais à un certain niveau, quand justement il y a une pression accrue de performance, une pression accrue d'atteindre un certain corps, alors on voit que ça peut déclencher davantage de préoccupations. Donc, le niveau de sport, c'est clairement, dans le fond, un des facteurs de risque. Il va y avoir, évidemment, l'environnement d'entraînement aussi. Donc, il y a des environnements qui sont plus protecteurs, plus inclusifs, versus d'autres qui peuvent être, justement, où il y a certains commentaires qui peuvent être émis, certaines pratiques, que ce soit, dans le fond, la prise de mesures anthropométriques, des pesées constantes, fréquentes. Évidemment, ça aussi, ça peut mettre les athlètes à risque. Les disciplines jugées. On sait malheureusement que plusieurs sports, justement les sports plus aquo-artistiques, technico-artistiques, en fait, peuvent engendrer plus de pression pour avoir un corps parfait. Des disciplines qui sont synchronisées aussi, où on va vouloir atteindre une certaine uniformité au niveau des corps. Il y a des costumes plus révélateurs aussi, donc on sous-estime, mais dans plusieurs cas, justement, dépendamment du costume que doit porter l'athlète, c'est sûr que ça va le mettre à risque, à développer plus de préoccupations. Tu parlais tantôt des catégories de poids. Bien, le poids, c'est comme inévitable, donc comment naviguer, en fait, dans tout ça. Puis, en fait, il y a l'âge aussi des athlètes. Donc, on remarque que la période de puberté, évidemment, peut exacerber les préoccupations, mais encore plus auprès des sports où ils atteignent une performance élevée à un plus jeune âge. Parce que souvent, il y a cette préoccupation à savoir quand mon corps va changer, est-ce qu'il va encore correspondre aux standards de mon sport? C'est vraiment intéressant. Puis toi, Frédérique, comment tu as vécu ces pressions-là comme athlète? Est-ce que c'était la même chose dans le milieu du ski alpin? C'était la même chose. Je veux dire, pas nécessairement la même chose que dans d'autres sports. Je pense que chaque sport le vit à sa propre façon. Pour ma part, j'en ai vécu là, des petits obstacles face, mettons, à la vision que moi j'avais sur mon corps, parfois négative, plus que positive, je dirais. Puis pourtant, tu sais, mon corps, il m'a tellement offert tellement de belles choses. Puis j'ai pu atteindre tous mes objectifs, ou la majorité, grâce à mon corps. Puis
j'ai eu des pensées négatives envers lui parfois, mais lui étant mon corps. Mais des fois, c'est peut-être juste un commentaire un peu déplacé que quelqu'un peut faire, ou tu lis un commentaire en ligne que quelqu'un fait à ton égard. Pour ma part, ça m'est déjà arrivé, ou surtout aux Jeux olympiques, quand on parlait de costumes très révélateurs. Moi, j'avais un petit costume qui est skin tight. C'est vraiment moulé à mon corps. C'était super difficile, je pense, recevoir ces commentaires-là, parce que par la suite, même si, tu sais, les commentaires, je veux dire, merci, c'est gentil, mais après, je retourne chez moi, puis je prends 2 livres, puis je me dis, mais là, les gens vont le remarquer, puis c'est peut-être à éviter. Oui. Juste ça, puis même un commentaire d'un coach qui peut dire quelque chose par rapport à un autre athlète, puis toi, tu devrais ressembler à ça, c'est à éviter aussi. Je pense qu'il y a vraiment une façon de naviguer qui devrait être améliorée, quoique pour ma part, c'était pas la pire affaire du monde. J'ai aussi vécu des beaux moments où ma coach sportive là, en gym, on a parlé aujourd'hui, elle m'a vraiment comme guidée vers une vision de moi-même que j'avais même pas, qui était justement très négative. Puis je me comparais à une fille dans mon équipe qui, elle, avait un quadriceps vraiment gros. Puis moi, pourtant, je m'entraînais comme 10 fois plus le quadriceps au gym. Puis je voulais justement prendre ce volume-là, cette masse-là, pour avoir l'air forte, malgré que je l'étais. Mais je me mettais vraiment beaucoup, beaucoup de pression. Puis ma coach sportive, elle m'a dit « Hey, mais tu te mets de la pression à essayer de te comparer à quelqu'un d'autre qui, elle, ça, c'est génétique. Elle est faite pour avoir l'air de ça. Mais ton quad est 100 fois plus fort. Concentre-toi là-dessus. Fais-toi confiance. » Puis, ça a été une de mes meilleures saisons par la suite. Bravo, on l'aime, cette coach-là. Je l'adore. Puis, je pense qu'elle n'y a même pas pensé. C'était pour elle juste une explication tellement scientifique. Fait que si jamais on donne justement cette connaissance générale-là, que les coachs savent quoi dire au bon moment, on pourrait faire vraiment la grande différence pour les athlètes en devenir. C'est tellement important. Puis c'est vrai que les commentaires sur le poids ou le corps, que ça soit positif ou négatif, on en parle souvent dans l'ensemble de la population, mais chez les athlètes, c'est la même chose aussi. C'est les mêmes pressions avec des variantes spécifiques au sport, mais c'est tellement les mêmes commentaires qui s'appliquent. Oui. Puis justement, Cara, on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent le développement de l'image corporelle d'une personne dans la population en général. Il y a des gens qui vont être plus vulnérables à la pression que d'autres. J'imagine que c'est la même chose aussi chez les athlètes. Oui, tout à fait. Puis dans le fond, on sait comme la perception qu'on va avoir de notre corps, c'est vraiment quelque chose qui est dynamique, qui est évolutif, qui va varier à différents moments de notre vie. Puis on sait que ça se base principalement sur 4 principaux facteurs. Donc, c'est toutes nos caractéristiques physiques, notre poids naturel, notre âge, justement la puberté, comme Alexia mentionnait tout à l'heure. Toutes les caractéristiques psychologiques. Fait que les traits de personnalité, on le sait que les athlètes ou non, là, les gens, par exemple, qui ont une moins bonne estime d'eux-mêmes ou qui ont tendance à davantage se comparer ou internaliser beaucoup les normes de beauté ou les idéaux athlétiques dans ce cas-ci, ben ça peut justement être des facteurs de risque pour eux face à l'insatisfaction corporelle, tandis que quelqu'un justement qui naturellement est plus confiant, une meilleure estime, qui va justement être capable de plus s'affirmer, de mettre ses limites, de ses besoins, mais ça peut agir comme facteur de protection. Après ça, on a toutes nos expériences sociales qui, je veux dire, dans toute notre individualité, on vit ça. On a toutes des expériences puis du vécu, un entourage différent. Puis après ça, bien évidemment, tous nos environnements. Donc, le sport, c'est un microsystème de la société. Fait que, tu sais, longtemps, est-ce que, tu sais, on en parle souvent chez Equilibre de l'importance qui est accordée à l'apparence de façon générale dans la société, en quoi la minceur, la musculature va être un peu inconsciemment associée au succès, à la performance, au bonheur, à la santé. Puis, mais ça, le milieu du sport n'est pas étanche à ça non plus. Fait que ça vient aussi teinter un petit peu les croyances aussi, ou certains préjugés justement par rapport au corps, en plus de toutes les pressions dont Alexia parlait tout à l'heure qui sont propres à l'environnement sportif. Donc, c'est très complexe tout ça. Puis c'est là qu'en fonction de toutes ces caractéristiques-là, toutes ces expériences-là, ben un même commentaire donné par quelqu'un à 2 jeunes ou 2 athlètes complètement différents, mais peuvent être interprétés aussi complètement différemment. Puis, c'est vraiment fascinant, en fait, tout ce qui est en lien avec l'image corporelle en contexte sportif. Au niveau des athlètes, on voit qu'on peut avoir une double image corporelle, où est-ce que la façon dont tu te sens par rapport à ton corps
dans ton sport peut être complètement différent de celui comment tu le perçois à l'extérieur. Donc, par exemple, je vais m'utiliser en exemple parce que moi, j'ai fait de la natation, puis c'en est un où est-ce on documente bien ces phénomènes-là. Où est-ce que moi, dans mon milieu, ben, tu sais, puis là, je mets des gros guillemets, là, mais j'étais vraiment dans les idéaux de mon sport. J'avais des épaules plus larges et tout, mais rendu à l'école, ça, c'est pas dans les standards de beauté de la société en façon générale. Fait que je pouvais vivre un petit peu plus de préoccupations et tout ça à ce moment-là. Donc, on le voit que plus l'écart est grand entre les idéaux de ton sport puis les normes sociales de beauté, plus le risque est élevé, justement, de vivre cette insatisfaction-là. Puis, pour encore en rajouter, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans ce contexte-là, c'est que aussi, malgré qu'on sait que l'insatisfaction, ça peut être plus relié justement à adopter des comportements qui sont plus problématiques pour le bien-être, la santé, etc., ben, le fait que les athlètes, justement, vivent dans des environnements où est-ce qu'il y a toutes ces pressions-là en lien avec les différents sports, mais ça fait en sorte que même s'ils sont satisfaits de ce qui ont de l'air, ben cette pression-là de performer, ça peut faire en sorte quand même qu'ils ont ce désir-là de modifier leur corps, même s'ils sont tout de même satisfaits. Ça, pas pour une question esthétique, là, c'est devenu pour une question de performance. Exactement. Fait que c'est là qu'on voit que toutes ces pressions-là de la culture sportive, ben, ça peut vraiment représenter des facteurs de risque importants pour la préoccupation corporelle, puis tout ce qui va en suivre par la suite. Si je peux rajouter un point, c'est tu parlais de confiance. Là. La confiance en soi, c'est tellement important dans le sport, puis il faut la bâtir plutôt que tard. Parce que moi, honnêtement, là, plus jeune, ça se détruit vraiment rapidement. Une confiance, surtout dans les périodes de l'adolescence. Là, je veux dire, un commentaire, puis ma confiance en soi est à terre. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Je pense que l'entourage d'un athlète qui est environ dans ces âges-là, là, comme tu disais, là, 12 à 20 ans, là, disons, là, moi, je pense que c'est important de bâtir une confiance en soi pour l'athlète qui va, dans le fond, vraiment être payante. Parce que plus tu as de confiance en soi, plus tu vas performer, plus tu aimes ton corps, plus, justement, ça match ensemble. C'est vraiment comme... Le corps, je veux pas dire que c'est une machine, mais c'est comme un outil de travail qu'il faut, bien nourrir, en prendre soin, mais on en prend soin aussi mentalement. Puis je pense que ça vient avec... ce que les coachs peuvent dire, si c'est plus on va bâtir une confiance en soi, qui est saine, puis le plus c'est simple, plus s'il y a de l'équilibre, le mieux c'est, puis le meilleur la performance va être au final. Est-ce que tu as des souvenirs ou des exemples de gens de ton entourage qui ont fait certains commentaires qui t'ont aidé à ce niveau-là? Plein, je veux dire, mais je pense que la meilleure saison de ma vie, c'était la saison que j'avais le plus confiance en moi, puis c'était une confiance, c'est quand même externe, là, je veux dire, je venais de perdre mon père, puis je pense que, 2 semaines plus tard, j'étais à une compétition, puis je me suis dit, hey, j'ai vraiment rien à prouver à personne. Je sais que j'ai travaillé fort, puis je sais que mon corps puis moi, on est vraiment au meilleur de ce qu'on peut être, malgré que pendant les vacances de Noël, normalement, on est censé s'entraîner. Moi, mon père est mort comme quelques jours avant Noël, donc je me suis aucunement entraînée pendant les vacances de Noël. Puis pourtant, j'étais comme, hey, mais je suis confiante. Je me suis tellement entraînée fort, puis c'est pas parce que une personne va être dans le gym 24/7 que là, en ce moment, ils ont une avance sur moi. Genre, faut vraiment bâtir cette confiance-là. Puis peut-être que je sais pas pourquoi, mais je me suis peut-être brainwash, mais ça a tellement fonctionné parce qu'au final, ça a été super payant. Puis ça a été la meilleure saison de ma vie. J'ai gagné ma première Coupe du Monde tout de suite après Noël. Ça a été vraiment comme une preuve de, OK, ouais, si je fais attention à mon corps puis à ma santé mentale, parce que l'un va avec l'autre, là, selon moi, c'est vraiment là que je pense que la performance va être payante. Puis c'est juste beau. Donc, il faut nourrir ça. Oui, vraiment, c'est un bon exemple. Merci pour le témoignage. Non, ça fait plaisir. Donc, on sait que la pression est présente justement dans le sport, peu importe le sport. On en entend plus souvent parler encore quand même un peu comme dans la société là, au niveau des sports féminins, peut-être des sports un petit peu plus technico-artistiques aussi comme le patinage, la gymnastique, la natation artistique. Alexia, est-ce que tu penses que l'insatisfaction corporelle ou la préoccupation corporelle peut se manifester finalement chez tous les athlètes au-delà des femmes puis de ces sports-là? Tout à fait, mais je pense qu'il y a encore quand même beaucoup de préjugés dans le milieu du sport. Même, en fait, on vous donne des exemples concrets. Je me souviens des entraîneurs qui partageaient avec moi le fait
qui n'osaient pas d'émettre de commentaires à leurs athlètes féminines, mais leurs athlètes masculins étaient capables d'en prendre. Puis après ça, les athlètes masculins venaient me voir, puis ça allait pas du tout. Ouais. Fait que, je veux dire, ça a été constructif parce qu'après ça, on a pu en parler à l'entraîneur, puis l'entraîneur avait été sensibilisé, puis les choses avaient évolué, avaient changé par la suite. Mais je pense que à tort, on pense que l'insatisfaction corporelle, ça affecte surtout les femmes. C'est vrai que quand on regarde la littérature scientifique, ça affecte plus les femmes que les hommes. Mais au niveau des athlètes, ça affecte beaucoup les athlètes masculins, en fait, aussi. Donc, c'est à considérer. Puis, comme on le disait, ça affecte tous les types de sports, tous les niveaux d'athlètes aussi. Puis, des athlètes avec des corps complètement différents parce que c'est pas seulement, comme on le disait tantôt, quand un athlète, en fait, son corps ne correspond pas au standard de son corps. Ça peut être, comme Cara disait, quand il correspond au standard de son sport, mais un petit peu moins avec ceux de la société ou l'inverse. Puis, ça dépend, en fait, aussi, on parle de masse grasse, mais ça peut être de musculature aussi. Hein? Fait que des fois, pour certains athlètes, ça va être d'atteindre une certaine masse musculaire. Puis cette préoccupation-là va être excessivement importante. Mais on ne parlera pas nécessairement de poids, puis plus d'une composition corporelle qui va être spécifique, qu'ils vont avoir en tête. Puis on le sait justement, comme tu as dit tantôt, Frédéric, des fois, ça peut être qu'on se compare avec quelqu'un qui n'est pas dans le même genre de génétique que nous, puis ça met une pression aussi à ce niveau-là. Même des fois, même pas dans le même sport. Moi, j'étais une grande fan des arts martiaux. Puis j'avais regardé une athlète chinoise, puis je trouvais que, niveau haut de corps, elle est environ dans le même poids que moi, là. Puis je la regardais, puis j'étais quand même, mon Dieu, j'ai pas de l'air de ça. Faut que j'aie de l'air de ça, parce que ça, c'est une athlète. Puis, mon Dieu, je vais jamais avoir de l'air de ce qu'elle a de l'air. Puis aussi, c'est même pas le même sport. Fait que ça s'applique tellement pas, mais je pense que j'ai eu une fixation. Peut-être que j'étais juste une grande fan, puis au final, je voulais vraiment me rapprocher de ce qu'elle avait de l'air, mais au final, je suis juste venue à la réalisation que c'était complètement ridicule d'avoir cette pensée-là, mais pendant, 3 mois, je faisais juste haut de corps. Je vais avoir les plus grosses épaules. Ça n'avait aucun sens, mais après avoir parlé avec justement des coachs de cette athlète-là, puis c'était pour ça que j'en mettais même plus au gym, puis que je voulais encore plus faire de haut de corps. Il était comme, ouais, mais on n'est pas dans le même sport, puis c'est tellement fou, mais juste une phrase de moi, je suis comme, oui, c'est vrai. Merci. Puis là, je passe à d'autres choses après, là. Ça n'a pas toujours besoin d'être compliqué, des fois, de déconstruire des choses. Ouais. J'imagine que toi aussi, des fois, c'est comme ça, juste par recadrer certaines croyances ou pensées, tu peux faire la différence dans ton intervention. Valider aussi. Je pense que ce que les athlètes vivent, c'est super important. Parce que la comparaison est comme omniprésente. Fait que, des fois, de normaliser le fait que c'est normal qu'ils se comparent. Est-ce que c'est constructif? Non. Mais je pense de pas non plus invalider, dans le fond, de pas se blâmer parce qu'on se compare non plus parce que c'est tellement humain. Là. Mais on parlait justement de comparaison entre athlètes. C'est une des premières choses qu'on fait souvent en consultation. Quand on voit qu'un athlète a beaucoup de préoccupations envers son corps, c'est de trouver des nouveaux modèles. C'est de trouver des nouveaux modèles qui vont correspondre parfois plus à son type de corps ou des fois à ses valeurs. Des fois, c'est pas nécessairement juste corporel, mais c'est de se dissocier un petit peu de certains modèles qui sont moins constructifs pour l'athlète. Puis avoir des modèles, j'imagine, qui ont une image corporelle plus positive, c'est une bonne chose. Là. Puis dans le fond, ça m'amène à ça. J'aurais envie qu'on en parle des avantages d'avoir une image corporelle positive en sport, parce qu'on le sait qu'il y en a aussi. Il y a même des avantages aussi au niveau de la réussite sportive. Tantôt, tu évoquais le fait que tu avais eu une de tes meilleures saisons. Je sais pas si c'est la même saison, mais tu as écrit une lettre ouverte dernièrement où tu parlais du c'est la même. que justement, tu sais, à un moment dans une saison, tu sais, c'est le moment où tu as le plus lâché prise, où est-ce que tu avais le plus de plaisir à manger, puis que finalement, tu sais, c'est le moment où tu as eu les meilleures performances. Oui, mais honnêtement, j'ai vraiment tout testé. Là. J'ai été très stricte dans la façon que je mangeais, à un point que, honnêtement, c'était vraiment pas amusant. Malgré que, niveau résultat scientifique, j'étais à mon meilleur, à mon meilleure image corporelle d'athlète parfait, mais c'était pas, je pouvais pas continuer dans cette trajectoire-là. Je veux dire, J'étais vraiment malheureuse dans un sens où c'était tellement trop calculé. Je ne faisais que penser à qu'est-ce que je vais manger, quand est-ce que je vais pouvoir manger. T'sais, on dirait que j'étais tellement restreinte dans ce que je pouvais faire. Je pouvais même pas sortir parce que non, je peux même pas m'aventurer d'aller dans un restaurant. Puis là, je sais pas, ça va être quoi, les macros que je vais manger. Puis là, c'était vraiment rendu à un point où c'était anxiogène. Puis ça m'avait tellement tiré beaucoup de jus que j'ai décidé d'abandonner ça. Puis là, j'ai repris du poids par la suite. Puis j'ai quand même juste développé encore plus d'amour pour mon sport parce que c'était pas négatif, ce qui était comme
avec, ce qui venait avec. Dans le fond, j'ai arrêté de vraiment rendre ça trop calculé avec beaucoup d'anxiété qui était associée à ça. Puis je me suis juste concentrée sur aimer mon sport, aimer mon corps. Puis par la suite, les résultats sont venus. T'sais. C'est pas parce que je vais manger une tranche de pain le matin que une autre journée, genre je serais pas capable de compétitionner. Au grand contraire, si je mange le matin puis je mange bien puis j'ai du fun, ben ça va venir avec. Je sais pas si je peux ajouter quelque chose. Oui, tu mentionnes le fait que tu as comme atteint scientifiquement, en fait, le corps optimal pour un athlète. Selon les tests. Puis ça, c'est quelque chose qui est tellement subjectif parce que toi, par rapport à toi, dans le fond, quelle est ta meilleure composition corporelle pour performer? Ça veut pas dire que c'est une composition corporelle où tu as le plus de masse maigre, le moins de masse grasse, dans le fond, non plus. Souvent, avec des athlètes où on a eu un certain niveau à faire, des mesures anthropométriques sur plusieurs années, on était capable, en fait, avec du recul, de voir que leur meilleure performance n'était pas nécessairement associée, justement, sur papier, aux périodes où on aurait pu dire de façon très, très subjective, c'est là que tu devrais mieux performer, mais la réalité, c'est pas ça. Puis la performance est tellement multifactorielle que si tu es misérable, justement, parce que c'est misérable, c'est le cas de dire. Ben, ce sera pas là que la tête va mieux performer. Exact. Non, mais en plus, je l'avais rappelé à mes coachs parce qu'après, on avait encore eu des tests physiques, on en a 2 fois par année où ils calculent notre masse de gras comparée à la masse musculaire qu'on a. Puis c'est comme un grand test compliqué qui est vraiment, honnêtement, pas super plaisant à passer. Puis justement, en est venu ce résultat-là l'année que j'étais super calculée dans tout ce que je mangeais puis que c'était vraiment comme négatif, un peu toxique. Mais après, quand j'ai eu les meilleurs résultats puis j'avais pris du poids, j'essayais comme de le rappeler. Hey, je comprends que ce test-là, les résultats cette année ont l'air, entre guillemets, moins bons, mais mes résultats sur la neige et en compétition sont nettement meilleurs. Fait que ça donne quoi? C'est vraiment nécessaire que je me fasse pincer le corps en entier puis qu'on ait calculé la masse grasse. Mais après, ils vont me dire que oui, pour des questions de science et de calcul, mais moi, j'ai comme essayé de me dissocier un peu mentalement de ce test-là parce que ça apportait tellement de pression puis d'anxiété quand, au final, ça faisait rien. Ça faisait absolument rien pour moi. Mais bravo d'avoir remis ça en question aussi. C'est pas toujours évident de challenger des choses qui sont bien établies dans le milieu, là. Mais je pense qu'à un certain point, ça m'a tellement donné d'anxiété qu'il fallait que je m'en dissocie de cet examen-là parce que je savais que j'allais jamais atteindre le niveau que j'ai déjà atteint dans le passé. Fait que niveau, est-ce que je vais le passer? C'est vraiment entre guillemets. J'allais toujours passer cet examen-là puis avoir quand même un bon résultat, mais je vais jamais être aussi bon que le résultat que j'avais déjà eu dans le passé. Puis je pense que c'était vraiment comme un point dans ma vie où j'étais comme, il va falloir que je m'accepte moi-même parce que sinon, je vais ressortir de ce test-là à chaque année, 2 fois par année, puis me dire, je suis pas bonne. Quand au final, ça n'a aucun rapport. Ça invalide tous les efforts que tu as fait aussi, tu sais. Puis la santé d'un athlète, on le voit bien, comme tu dis, tu sais, c'est vraiment pas juste les paramètres physiques, là, c'est la santé globale. Puis si t'es plus épanoui, si tu vas mieux, ben, tu vas avoir une meilleure performance. Moi, je suis toujours là à dire que si t'as pas de plaisir dans ton sport, je pense pas que tu vas pouvoir performer à long terme. Peut-être, oui, à court terme, mais le plaisir est vraiment, là, selon moi, central. Et après, comment est-ce qu'on a du plaisir? C'est en créant un environnement qui est sain, avec un entourage qui sait quoi dire au bon moment, puis sans être trop calculé, là, mais juste un entourage qui est bien instruit, qui peut bien guider l'athlète au final. Puis ce que tu nommes, c'est exactement un peu dans quoi s'inscrit l'essence même de Corps et Sport, là, dans ce qu'on essaie d'amener comme outil puis soutien pour essayer justement de créer ces environnements-là. Puis dans le projet, on a un de nos experts qui m'avait donné une citation puis il m'avait dit « Un athlète heureux, c'est un athlète dangereux. » J'avais tellement aimé ça, les rimes en plus. J'adore. J'étais comme slogan immédiatement. mais je trouvais que ça représente un peu tout ça aussi tu parles des mesures anthropométriques. Nous aussi, j'ai vécu ça. Puis nous, c'était aussi dans un contexte où est-ce qu'on se faisait comme donner des résultats sans aucun feedback. Fait que ça donnait vraiment l'idée que, ben, voici ton pourcentage de gras, puis tu en reçois le plus bas possible, sans aucun encadrement. Fait que ça vient renforcer beaucoup de certaines pressions. Puis tu sais, tout ce que tu as nommé tantôt, ça m'a juste fait penser à quel point on calcule pas la charge mentale que tout ça crée chez l'athlète aussi, puis que, tu sais, sur papier,
peu importe, c'est une chose, mais aussi tout ce que ça vient générer. Tantôt, Alexia, tu mentionnais, j'ai jamais aimé ça quand on compare justement le corps de l'athlète à une machine, justement, parce qu'on vient enlever un peu. C'est super objectifiant, tu sais. On enlève le côté humain, on enlève tout ce développement global-là, l'importance de s'épanouir, puis d'avoir du plaisir, puis de revenir vraiment essentiellement à comme, pourquoi je fais ce sport-là? Tu sais, c'est quoi qui fait en sorte que je me réveille à 4h30 ce matin quand ça me tente pas fou? Pourquoi? C'est ça, fait que, c'est important d'un peu de remettre tout ça en contexte, puis il y a plein évidemment d'interventions, puis de choses qui sont en place, puis c'est sûrement important et valide, mais dans le sens où je pense que la performance aussi, c'est quelque chose qu'on doit comme voir un peu dans son ensemble, puis que c'est plus que juste un chiffre inscrit dans le temps, puis que c'est beaucoup plus grand que ça par rapport justement à tous les aspects athlétiques, physiques, stratégiques, techniques, le bien-être, la santé, puis l'épanouissement global qu'il faut comme considérer dans toute cette équation-là au lieu de juste certains paramètres. Vraiment. Je pense que vous le partagez bien de votre vécu d'athlète. Puis c'est sûr qu'on peut être d'accord sur l'importance de développer une image corporelle positive en contexte sportif, mais en même temps, toi, Frédéric, tu as eu la force de caractère aussi de t'affirmer. Tu as eu des moments aussi où ça t'a affecté, mais ça doit pas toujours être évident, tu sais, quand on a toujours entendu que notre poids influence notre performance aussi, ou quand c'est la culture du milieu dans lequel on baigne. Tu sais, des fois, il y a des coachs qui sont probablement plus susceptibles de passer certains messages en faveur ou en défaveur d'une image corporelle positive. C'est pas évident de trouver son équilibre dans tout ça. Donc, Alexia, est-ce que l'atteinte, justement, d'un certain poids ou d'une certaine composition corporelle, ça garantit vraiment une meilleure performance, ou c'est une croyance qui est bien ancrée dans le milieu sportif, mais qu'on devrait nuancer davantage? Je pense que c'est important de le nuancer. Donc, ce qu'on va dire, c'est que oui, le poids, la composition corporelle, c'est un déterminant de la performance, mais c'est un des nombreux déterminants de la performance. Donc, je pense que le message important aussi, c'est pas de dire aux gens qu'il n'y a aucun lien entre le poids et la composition corporelle, parce qu'au niveau scientifique, on a observé des liens, mais c'est faux de penser que toute modification de la composition corporelle ou toute perte de poids va nécessairement améliorer un gain au niveau de la performance, encore plus quand les manipulations, justement, pour y arriver, va venir affecter les autres déterminants de la performance. Fait que quand on regarde, en fait, si on pense juste à la nutrition sportive, puis l'impact, dans le fond, que certaines stratégies nutritionnelles peuvent avoir sur la performance, bon, on sait que les glucides sont hyper importants pour beaucoup, beaucoup de sports. Fait que si on a un athlète qui vient, justement, diminuer ses apports en glucides pour essayer de perdre du poids, bien, il ne va pas améliorer sa performance, dans le fond, aussi. Ou on parlait justement de l'impact sur la charge mentale. Bien, c'est sûr qu'à ce niveau-là aussi, si l'athlète est très, très préoccupé, parce que moi, c'est ce que j'entends beaucoup en pratique avec les athlètes, c'est que quand cette obsession-là devient vraiment présente, bien, ils vont être en entraînement, ils vont pas penser à leur technique, ils vont pas penser à ce qu'ils doivent faire, ils vont penser justement à leur prochain repas, ou est-ce que il faut que je coupe plus, ou est-ce qu'il faut que je fasse plus de cardio, etc. Fait qu'on n'est pas du tout en optimisation de la performance dans ce contexte-là. C'est un peu comme dans la population générale. Là. Je pense que c'est difficile de comprendre puis d'accepter qu'on n'a pas le plein contrôle sur notre poids. C'est la même chose pour les athlètes, dans le fond. Puis j'ai l'impression qu'on a peut-être plus tendance à penser que c'est possible quand on est un athlète parce que tout est tellement calculé puis on peut tellement moduler de choses. Je pense encore moins. Exact. Je suis d'accord avec toi. OK, je suis contente qu'on soit d'accord. Parce que non, on peut pas juste le contrôler parfaitement. Il y a un aspect de nourriture qu'on doit manger à chaque jour, d'être bien alimenté, aller chercher justement le bon taux de glucides avant une compétition, quoi que ce soit. Puis après, je veux dire, pour moi, calculer mon poids quand j'étais athlète, c'était quand même difficile de tu sais, si je voulais, mettons, perdre du poids. Je faisais quand même mon entraînement qui me gagnait en masse musculaire. Oui. Puis la masse musculaire, c'est plus lourd même que la masse grasse. Puis là, ben, je prenais du poids, mais dans ma tête, j'étais comme non, mais je veux perdre du poids. Fait que ça a été quand même long avant que je le comprenne, cet aspect-là, que c'est normal que mon poids, tu sais, je l'augmente. Puis je veux dire, c'était quand même assez fluctuant, mais pour moi, je pense que ça a été quand même difficile à gérer. Là. Si je me disais, je veux perdre du poids, c'était pas si simple. Puis quand j'étais athlète, c'était particulièrement pas si simple parce que c'était difficile à naviguer, parce que je voulais pas nuire à mes performances en ne mangeant pas, donc il fallait que je mange. Puis là, c'était tellement... Puis encore là, je pense qu'il faut toujours manger, là, je tiens juste à le dire, là, parce que c'est pas en ne mangeant pas que ça va aider, mais disons dans l'aspect où il fallait que je mange moins, bien, c'était pas possible. Ou
contrôler qu'est-ce que je mangeais, c'était pas nécessairement possible non plus parce qu'il fallait que j'atteigne certains macros pour être sûr que je performe le lendemain. Puis, tu sais, des fois, c'est des sucres immédiats juste avant des courses. Puis, on nous dit le sucre, c'est mauvais, c'est mauvais, mais j'en avais besoin avant les compétitions pour avoir une espèce de sugar rush. Fait que pour moi, c'était particulièrement difficile étant athlète de gérer justement le poids. Puis de la perte de poids, le gain qu'on pouvait y avoir, c'était vraiment... ça varie trop, puis c'est trop absurde d'essayer de le contrôler quand c'est pas tant contrôlé. Ça fait du sens, je sais. Ça fait beaucoup de sens. En fait, tu vas le mieux l'expliquer que moi, je pense. Je trouve que c'est bien dit. Non, au contraire, je pense que tu as vraiment mis les bons mots. Puis, tu sais, un athlète, là, souvent, ça s'entraîne 20, 25, des fois même 30 heures par semaine. Fait que même s'il augmentait de 2 séances de cardio d'1 heure par semaine, ben ça fait pas de... Il a déjà maximisé, dans le fond, sa capacité à s'entraîner par semaine. Puis, rapidement, un athlète qui va vouloir limiter sa quantité de nourriture va tomber en faible disponibilité énergétique. Donc, ça, souvent, on l'explique comme... On regarde tout ce qu'un athlète mange, on enlève tout ce que lui coûte son activité physique, puis on regarde le résiduel. Mais si le résiduel énergétique est insuffisant pour faire fonctionner les fonctions physiologiques de base, bien là, l'athlète se retrouve en faible disponibilité énergétique. Quand c'est chronique, il y a des effets délétères sur la santé et la performance. Fait qu'on a une marge de manœuvre limitée et rapidement, on va tomber justement en faible disponibilité énergétique. Le problème, c'est que souvent, il y a cette lune de miel-là, éphémère, que les athlètes vont ressentir initialement avec la restriction. Puis, dans certains cas, la performance va être améliorée pendant cette période-là. Donc, rapidement, il va y avoir les effets négatifs de la restriction, la faible disponibilité énergétique, autant au niveau physique qu'au niveau psychologique, parce que l'anxiété est plus importante, la détresse, ils se sentent évidemment juste envahis par ces préoccupations-là, puis le corps, la machine, elle commence à moins bien fonctionner. Mais souvent, ils vont comme juste essayer très, très fort de retourner dans cette lune de miel-là. Puis c'est comme, non, mais j'ai vécu mes meilleures performances dans cette période-là. Fait que nous, notre rôle, c'est comme intervenant, c'est de les accompagner avec beaucoup de compassion, je pense, puis de bienveillance là-dedans, pour qu'ils comprennent que oui, c'est vrai, de valider leur expérience. C'est vrai que tu as eu tes meilleures performances, mais malheureusement, c'était éphémère. Puis la solution, c'est pas la restriction pour retrouver ça. Alors, je pense qu'on serait rendu au moment de vouloir parler de, justement, diversité corporelle. Il y a encore un corps assez idéalisé dans le monde des athlètes. On peut voir les corps très minces ou très musclés là, selon le sport. Dans la société en général, les choses évoluent quand même lentement, mais positivement. On voit plus de diversité corporelle qu'avant. Alexia, toi, tu côtoies beaucoup d'athlètes de différents niveaux, de différents milieux sportifs. Est-ce que tu trouves que les choses évoluent dans ce sens-là aussi, dans le milieu sportif? Je pense que clairement, les choses évoluent depuis le début de ma carrière jusqu'à ce jour en 2026 où il y a eu beaucoup d'améliorations. Je pense qu'on fait face à beaucoup d'entraîneurs qui veulent mieux faire, qui ont eu certaines peut-être pratiques qui remettent en question avec les années aussi. On voit beaucoup d'athlètes qui ont parlé haut et fort de pratiques, de commentaires qui n'ont pas été en leur faveur. Donc, ils dénoncent ça. Je pense que ça aussi, ça a brassé un petit peu le milieu du sport dans les dernières années pour le mieux. Je pense aussi qu'on essaie tranquillement, en tout cas pour les nutritionnistes, peut-être de mettre moins l'accent sur le corps, le poids. Je me souviens, je sais pas toi, Cara, t'as gradué quelques années après moi, mais comme nutritionniste en sport, notre travail, c'était de faire perdre du poids aux athlètes, d'optimiser la composition corporelle. Puis si un athlète venait nous voir, ben c'était comme un des aspects qu'il fallait travailler en consultation. Puis là, on voit en fait qu'on a une approche beaucoup plus inclusive où au lieu d'avoir une approche plan alimentaire, ben, on est beaucoup plus vers le ressenti de l'athlète, c'est la connexion avec ses signaux de faim, de rassasiement. Donc ça, je pense que ça a évolué autant au niveau des professionnels de la santé, que de la part des entraîneurs. On a aussi, en fait, initialement, les entraîneurs devaient porter plusieurs chapeaux, dont celui de s'occuper de la nutrition des athlètes, de s'occuper de leur performance mentale, etc. Donc là, est arrivé beaucoup plus de professionnels au sein des équipes sportives. Donc ça a fait grandement, je pense, évoluer aussi le milieu du sport. Mais via ce projet-là, je pense qu'on a fait face à de nombreux entraîneurs qui ont soif d'apprendre, qui ont soif de savoir comment mieux s'outiller pour pouvoir mieux accompagner leurs athlètes. Puis ça, c'est super encourageant. Vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, le projet vise justement à aider, à donner des outils puis des stratégies
pour déconstruire ce moule-là. Donc, on a parlé des idéaux tantôt, mais ils sont tellement renforcés en sport. Les athlètes de haut niveau ont tellement l'image qu'on a de l'athlète de haut niveau vient beaucoup teinter autant les athlètes niveau développement que juste la population en général. Donc, on veut justement un petit peu amener ça comme idée de il n'y a pas juste un corps spécifique, il n'y a pas juste une taille, des types de capacités, un poids, peu importe quoi en lien avec le corps. Il n'y a pas juste un moule. Il n'y a pas un corps meilleur nécessairement qu'un autre. Donc, d'essayer de déconstruire ça et aussi de le faire en fonction des différentes réalités puis contextes de chaque différent sport. Donc, comment est-ce qu'ensemble, on peut déconstruire ces idéaux-là? Comment est-ce qu'on peut diminuer l'importance accordée à l'apparence, sachant que oui, le poids, c'est quelque chose d'une façon ou d'une autre dans tous les milieux qui est là, mais que c'est pas l'élément sur lequel on a le plein contrôle, c'est pas l'élément, le seul déterminant justement de la réussite sportive. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de déconstruire ça ensemble pour favoriser justement des milieux sportifs qui misent davantage sur l'inclusion puis sur la diversité corporelle, entre autres. Mais tu parlais de stratégie, là, on y arrive justement à cette partie-là plus concrète, un peu comme pour changer de norme dans la société en général ou dans un milieu plus précis comme le milieu du sport. Mais tout le monde doit d'abord prendre conscience des enjeux, prendre conscience peut-être des croyances qui peuvent finalement nuire autant à la performance qu'à la santé physique et mentale des athlètes. Et après ça, chaque personne peut poser des gestes. Ça peut être des petits gestes, ça peut être des plus grands gestes, mais chaque personne a le potentiel de faire changer les choses et d'améliorer finalement le milieu sportif. Qu'on soit un spectateur, un athlète, un parent, un entraîneur, une équipe de professionnels médico-sportifs, des organisations sportives, bien, tout le monde peut faire changer les choses là, en faisant son petit bout de chemin. Donc, on va parler de ça, de ce qu'on peut faire concrètement pour essayer de favoriser le développement d'une image corporelle positive en sport. Donc, Frédérique, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, de ton point de vue d'athlète d'abord? De mon point de vue d'athlète, je dirais vraiment que j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui m'ont écouté puis qui ont cru en des fois mes intentions, mes visions, mes buts. Parce que dans mon sport, il y a différents types de ski. Il y a un ski qui est plus technique, puis il y en a un qui c'est plus vitesse. Puis les skieuses techniques, normalement, sont plus petites, moins corporellement imposantes. Honnêtement, je rentrais plus dans ce cadre-là. Puis je pense que naturellement, c'est normal qu'on m'ait poussé à me spécialiser dans ce type de ski-là, mais j'ai vraiment développé un amour pour la vitesse, ce qui était plus justement hors de ce que moi j'ai de l'air, hors de corporellement ce que je pense que je pouvais représenter. Mais pourtant, mes coachs, je pense qu'ils ont juste dit « Hey, tu pourrais, tu sais, si on développe une technique qui peut être meilleure que, oui, une fille qui est peut-être plus imposante, plus grande et qui donc va aller plus vite parce qu'elle est plus lourde que toi, mais techniquement, tu pourrais peut-être la coter et être peut-être même meilleure et donc performer mieux qu'elle. » Puis on avait vraiment développé comme une espèce de stratégie, puis ça a vraiment payé. Donc, c'était le fun d'avoir une équipe qui croyait en mes rêves puis qui n'ont pas, tu sais, invalidé ce que je ressentais. Ils ont dit « OK, t'aimes vraiment ça, on va te pousser là-dedans, mais on va te trouver une façon pour que toi, tu puisses performer contre des corps qui sont différents. » C'est un super bel exemple de ce qu'on vient de dire, de déconstruire le moule. Tu sais, un peu l'idéal qui était tel corps, ça fait plus cette épreuve-là. Puis de se dire, bon, ben tu vois, Frédérique, elle a des talents, puis elle a une unicité, puis elle a des forces que, en étant créatif, on peut justement trouver une façon, en se basant sur toute cette unicité-là, de faire en sorte que ça fonctionne, puis qu'on l'écoute à travers c'est quoi qu'elle veut réellement faire, tu sais. Parce qu'au final, moi, ça m'a tellement donné de plaisir, puis j'ai comme découvert mon sport sous un nouvel angle, puis ça a été tellement bon pour moi, puis j'ai eu mes meilleurs résultats aussi par la suite de ça. Donc, j'ai vraiment eu comme 2 vagues de carrière. Une au départ, ça s'est super bien passé, puis j'ai eu comme un arrêt d'amour pour mon sport, puis j'ai redéveloppé cet amour-là avec la vitesse, puis c'était tellement bien d'avoir une équipe qui m'ont validé puis qui m'ont quand même donné la chance de pouvoir performer dans la vitesse quand, dans le fond, je rentrais vraiment pas dans le moule typique. Puis
pourtant, maintenant, on en voit des filles qui ont le même genre de corps que moi, qui sont en vitesse puis qui performent bien. Puis ça me fait quand même plaisir de le voir. Parce qu'au départ, je me trouvais pas mal seule vraiment à être une fille plus petite sur une jambe qui performait là-dedans. J'étais vraiment seule, mais ça a tellement bien été que maintenant, j'en vois plein puis je suis super excitée. J'y regarde puis je suis toute émue. Vraiment, c'est très cool. Puis je trouve que c'est le fun aussi qu'il n'y ait pas axé sur vouloir modifier ton corps pour rentrer dans les standards de ce sport-là aussi. Ils ont adopté d'autres stratégies autour. Puis comme tu dis, Cara, ils ont été créatifs. Là. Ouais. Non, ils m'ont pas dit prendre 10 livres. Au contraire, ils ont dit on va changer ta technique parce que je suis sur une jambe. Ça aurait été quand même aussi difficile pour moi de prendre 10 livres puis d'être capable de le soutenir sur une jambe en ski. C'est tellement demandant. Puis non, ils m'ont jamais demandé ça. Même que on n'a jamais eu de conversation de poids. C'était vraiment une affaire de comment est-ce qu'on peut aller plus vite techniquement et non pas stratégiquement avec une prise de poids. C'était vraiment juste la stratégie technique. On va améliorer, on va te perfectionner dans ce ski-là, puis tu vas avoir le ski le plus vite. Tu vas peut-être pas avoir le corps parfait, mais c'est pas grave. Tu vas être capable de performer quand même parce qu'on croit en ça. C'était vraiment beau. Vraiment. Et en misant sur tous les autres déterminants aussi, justement, qui ont rien à voir avec... sur lesquels tu as un peu plus de contrôle aussi que ton poids. En vitesse, il faut aussi avoir une espèce de psychologie de daredevil puis vouloir aller vite. Là, c'est plus l'aspect fou. Puis je pense que dès qu'ils ont vu que j'avais ça, ils étaient comme « Oh, on tient quelque chose! » C'est vrai, très important ça. Puis dans le fond, toi, depuis tantôt, tu donnes quand même des exemples très positifs des coachs qui t'ont entouré. En même temps, c'est pas comme ça partout non plus. Le poids, ça prend quand même aussi de la place. Il y a une importance aussi encore qui est accordée à l'apparence. Et justement, quand on est un entraîneur puis que l'on baigne dans ce milieu là, c'est un peu comme quand on est un athlète puis qu'on veut se détacher de ça, ben il faut essayer de commencer à faire certains changements. On a envie d'apprendre. Tu disais tantôt, Alexia, que les entraîneurs, ils ont vraiment soif d'apprendre, mais par où commencer? Des fois, c'est pas toujours évident de savoir comment déconstruire certaines croyances, comment aller un peu à l'encontre là, de l'espèce de mouvement de notre milieu. Donc, comment on peut commencer comme entraîneur pour essayer d'aider les athlètes à développer une image corporelle plus positive, Alexia? C'est une excellente question. Je fais beaucoup de groupes de mentorat avec des entraîneurs, fait que j'ai vraiment des accès privilégiés aussi à des belles discussions avec eux. Puis je pense que la première chose, c'est de s'observer sans jugement. Moi, je l'ai fait comme nutritionniste dans le fond aussi. Je pense que quand on travaille en relation d'aide, c'est tout le temps important de le faire. Puis effectivement, les pratiques ont évolué, puis c'est normal. Tu sais, je viens valider beaucoup aussi le fait que certains entraîneurs ont agi de telle façon parce que c'était la façon de faire. Puis je veux dire, c'est pas en voulant mal faire, là, exactement. Donc, première étape, tu sais, avant de changer, c'est d'observer, tu sais, nos biais, peut-être aussi, nos préjugés, les pratiques communes. Puis, comme on le disait tantôt, c'est peut-être de s'éloigner un petit peu les objectifs de poids, de composition corporelle. Fait que on parlait de think outside the box un petit peu, tu sais, penser à l'extérieur de la boîte. Ou si un entraîneur se disait, sachant que peut-être que mon athlète, là, on n'a pas de marge de manœuvre de ce côté-là. Qu'est-ce que je pourrais faire autre pour optimiser sa performance? On parlait de confiance, d'estime de soi, puis à quel point ça a un impact sur la performance. Mais c'est souvent un aspect qui est pas optimisé ou qui peut être minimisé aussi chez l'athlète. Puis tout l'aspect, justement, performance mentale. Donc, vraiment d'avoir une espèce de portrait global de la performance, puis de trouver des façons créatives pour pouvoir l'optimiser. On dit aussi que les entraîneurs, c'est d'excellents modèles pour les athlètes. Donc, comme on va le dire aux parents, fait que c'est pas ce que vous dites, mais c'est ce que vous faites qui fait la différence. Fait que ne pas minimiser, en fait, l'impact positif que peut avoir un entraîneur de par ses propres comportements alimentaires et en lien avec l'exercice. Fait que si on a un entraîneur qui prône justement le repos, la récupération, mais c'est important que lui aussi montre qu'il est capable d'y arriver. C'est la même chose au niveau de l'alimentation ou quand les athlètes partent en camp d'entraînement, si on dit c'est important la nutrition, mais que dans l'horaire, pour les athlètes, on leur laisse pas de temps pour manger, aller à l'épicerie, ben c'est comme s'il y a un décalage, justement, entre ce qui est dit puis les actions réelles de l'entraîneur. Fait que ça, c'est un aspect qui est hyper important aussi. Puis je pense que c'est important d'outiller les athlètes à avoir un regard critique aussi envers leur entourage, envers leur environnement, en compétition, etc., les réseaux sociaux. Donc, essayer d'amener les athlètes à avoir un regard plus inclusif, je pense, aussi par rapport à ce monde-là qui les entoure. Tu
parlais tantôt un peu du parallèle avec, c'est un peu comme un parent, mais aussi justement derrière chaque athlète, et bien sûr, il y a toute une équipe d'entraînement, mais il y a aussi des parents qui sont là, qui veulent le mieux pour leur enfant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme parents pour s'assurer que le milieu dans lequel notre enfant évolue, le milieu sportif, est positif pour le développement d'une image corporelle là, qui va être saine? C'est important pour le parent de s'impliquer. C'est important pour le parent d'être présent. Pour moi, dans le fond, un parent qui n'a pas le droit d'être présent dans le milieu d'entraînement de son enfant, c'est un drapeau rouge. Je veux dire, en consultation, il y a des parents qui me l'ont dit, puis c'est malheureusement des situations qui ont mal viré aussi, où justement, le parent avait aucun droit de regard, mais un environnement positif, un environnement sain, sécuritaire, c'est un environnement où son enfant a droit de parole, c'est un environnement où il se sent respecté, où justement il est capable de suivre les signaux de son corps. Je pense que le parent doit connaître les différents drapeaux rouges aussi, donc tout milieu où il y aurait des règles alimentaires strictes, où on forcerait les athlètes à s'entraîner dans des conditions où ils sont blessés, où on ignore le feedback de l'athlète. Mais c'est sûr que c'est des environnements qui sont plus à risque. Puis là, comme parent, parce que je suis maman de 2 enfants aussi, fait que je peux parler comme parent, mais je pense qu'on a ce droit et ce devoir-là d'intervenir aussi. Puis toi, Frédéric, depuis tantôt aussi, je trouve que ce qui est inspirant dans ta façon de parler de ton sport puis de comment ça s'est passé, c'est que tu as toujours été assez assumé pour franchir le cap de dire quand ça fonctionnait pas ou, tu sais, de vouloir faire changer les choses. Toi aussi, dans ton milieu, là, ça demande beaucoup de courage, de force de caractère. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais laisser aux athlètes, peut-être, qui pourraient écouter pour mon Dieu. Mais les je pense encourager à faire comme ça? Je pense honnêtement que tout athlète, ou la majorité de ceux que j'ai rencontrés, ont l'espèce de caractère qui se laissent pas faire, qui vont parler, mais je pense que justement, c'est nécessaire de communiquer ce qu'on ressent dans ce milieu-là parce que c'est toujours du ressenti. Tu sais, au final, tu performes parce que tu ressens sur tes skis, sur tes patins, en natation, tu sais. C'est tout un sentiment. Puis je pense que l'intérieur est aussi bon que l'extérieur. Donc, les mouvements externes qu'on performe, mettons, dans un sport, sont aussi bons que les mouvements internes de ce qu'on peut se dire mentalement. Fait que c'est peut-être bon de les extérioriser puis de les communiquer à son entourage, à sa famille, au coach. Puis ça m'étonnerait honnêtement qu'ils n'écoutent pas parce qu'au final, on est tous là pour améliorer le milieu dans lequel vit l'athlète ou améliorer la situation de vie d'un athlète. T'sais, on veut qu'il performe, puis il performe à son meilleur quand il est bien. Donc, selon moi, c'est vraiment d'en parler, peut-être d'être une grande gueule, puis de gosser peut-être tout le monde, mais au final, tu gosses personne. Moi, des fois, je me sentais un peu énervante à toujours mentionner ce que j'avais en tête, mais ça n'a jamais été négatif. Donc, je continuais de parler, puis je continuais de lever ma main, puis de dire des choses, puis au final, ça a toujours payé. Donc, c'est d'extérioriser ce qu'on a à l'intérieur de nous. Très bien dit. Puis justement, si on veut extérioriser puis qu'on sent que notre entraîneur aurait besoin de certains outils, qu'il veut bien faire, mais qu'on ne sait pas trop, il y a justement la boîte à outils Corps et Sport qui existe pour ça. Est-ce que tu voudrais nous en parler brièvement, Cara? Mais oui, certainement. Donc, c'est sûr que tout le monde a un rôle à jouer. Là, on vient de parler des entraîneurs, des parents, des athlètes eux-mêmes, mais c'est sûr que dans le grand message et de tout un peu j'appelle ça un changement de culture, là, mais qu'on essaie d'amener face au corps en sport, ben ça touche vraiment plusieurs leviers d'action puis paliers d'action aussi, là. Fait que c'est sûr que tu as l'athlète, tu as son milieu de vie, mais tu as aussi la culture sportive comme au sens large. Donc, tous les membres de CA, les fédérations, les organisations qui déterminent c'est quoi les règlements, c'est quoi les grandes valeurs, c'est quoi ouvert on souhaite que le sport aille. Donc, je pense que tout le monde a un rôle à jouer. Nous, il fallait qu'on commence à quelque part. Fait qu'on a choisi justement les entraîneurs de par leur lien privilégié avec les athlètes, le fait que beaucoup d'entre nous, moi je voyais mes entraîneurs plus que je voyais mes parents. Là, on a vraiment un lien de confiance, puis il y a vraiment quelque chose de super beau qui peut être développé, donc de soutenir justement les entraîneurs, ça a été comme un peu notre premier public cible, bref. Mais c'est sûr que si on pourrait continuer pendant plusieurs années justement pour développer des outils plus spécifiques pour les athlètes, pour les parents, pour les décideurs, les juges, les officiels. Écoute, on a beaucoup de potentiel, mais on a choisi, c'est ça, de créer Corps et Sport à l'intention des entraîneurs qui travaillent davantage avec les 12-24, justement pour cette période-là de vulnérabilité auprès des jeunes athlètes, mais on s'entend que peu importe avec qui
Si on travaille avec des athlètes plus vieux aussi, c'est tout à fait pertinent. Donc, c'est une boîte à outils qui est gratuite, qui est numérique, qui comprend 6 différents outils qui sont déclinés en 4 catégories de sports. Donc, on a les sports technico-artistiques, les sports collectifs, les sports d'endurance gravitationnelle et les sports à catégorie de poids. Donc, chacun de nos outils vient vraiment s'adapter justement à la réalité, au contexte de chaque sport. On va venir donner des exemples différents pour y répondre, les témoignages de différents entraîneurs aussi pour accompagner tout ça. C'est super important pour nous qu'on a développé le projet justement de créer quelque chose qui est un besoin du terrain. Fait qu'on est vraiment allé à l'écoute des entraîneurs. On a fait des groupes de discussion pour connaître c'est quoi les défis que vous vivez, c'est quoi les enjeux, quels outils, c'est quoi les besoins. Puis on a vraiment construit ça en conséquence. Donc, comme on dit, on est bien fiers de ce projet-là. Puis, c'est disponible gratuitement, équilibre.ca en ligne dès maintenant. Parfait. Allez, consulter. Et toi, Alexia, dans le fond, tu travailles chez Dare to Fuel Performance Éducation, DFP. Est-ce que les athlètes, justement, qui ont une relation plus difficile avec leur image corporelle, peuvent aller te consulter? Est-ce que tu as des ressources à leur proposer? En fait, notre organisation, c'est vraiment pour les professionnels de la santé, du sport et les parents. Donc, les parents, c'est le nouveau volet qu'on veut aider. Donc, on a une nouvelle infolette spécifiquement pour les parents où on va donner des outils gratuits complètement assez régulièrement pour les outiller davantage. Sinon, en pratique privée, j'ai pas beaucoup de temps. En ce moment, je vois pas de nouveaux cas d'athlètes, mais j'ai des super références, en fait, de collègues que je pourrais donner si les gens me contactent. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Sinon, il y a aussi SportAid qui propose des ressources, du soutien en lien avec le sport sain et sécuritaire et Égale Action qui a plusieurs ressources au sujet de l'avancement des filles et des femmes en sport. Donc, ça ferait le tour des ressources pour les gens qui s'intéressent d'aller plus loin. Ça serait déjà la fin de l'épisode. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous, d'avoir discuté de ce sujet-là. On sent la passion derrière, le souhait aussi que les athlètes puissent développer une image corporelle plus positive. Donc, moi, ce que je nous souhaiterais, c'est que les choses évoluent positivement, évidemment, dans le milieu sportif, que la nouvelle norme plus inclusive performe et prenne sa place. Si vous avez aimé les contenus abordés dans ce balado et que vous avez envie d'en savoir plus sur tout ce qui touche la relation avec le corps, la nourriture et l'activité physique, rendez-vous sur équilibre.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook à Groupe Équilibre. Merci à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale du balado.